J'aimerais juste remercier la collaboration de tous les partenaires, incluant le GCAP et le groupe NGO. C'est une session vue en tant qu'atelier, comme vient de le dire Clara. Normalement, nous nous réunirons comme dans les années précédentes à New York, tête à tête, mais nous l'avons adapté à la situation courante. Donc, comme ça, on peut toujours se réunir et nous voir de façon virtuelle. Donc, c'est un plaisir de travailler avec vous tous et toutes et je remercie Roselyne pour avoir accepté à modérer cet appel. C'est tout, Roselyne. Merci. Oui, merci à toi, Oli, et merci à tout le monde pour s'avoir connecté. Et je vous donne la bienvenue à cette première réunion du Forum politique de haut niveau. Et c'est une session de préparation. Donc, le Forum politique de haut niveau commence dans 2 semaines. Donc, on a décidé d'organiser cette réunion pour nous préparer pour le forum politique de haut niveau et pour les examens nationaux volontaires. Donc, nous allons avoir une introduction suivie par 2 panels, 2 discussions de panel et après, nous allons nous diviser en groupes pour partager nos expériences sur l'engagement national. Maintenant, je vais vous présenter le premier orateur qui est le représentant du Danemark pour l'ONU. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais vous dire qui elle est. Donc, c'est l'ambassadrice Marie-Louise. Je ne sais pas si je pourrais prononcer son nom. Donc, elle est représentante du Danemark, représentante adjointe du Danemark pour l'ONU. Elle a une grande expérience dans la politique du Danemark, surtout avec des sujets qui ont à voir avec la migration, le changement climatique. Et en tant que représentatrice des Nations Unies de 2012 en 2016. En plus de ça, Marie-Louise a aussi travaillé en tant que tête du ministère vert du Danemark. Donc, je vous donne la parole. Marie-Louise, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roselyne, pour cette introduction et merci à Oli et Clara pour avoir organisé cet atelier. J'aimerais avoir vos habiletés de langue car je vois que vous parlez en anglais, français, espagnol. Mais bon, je vais parler en anglais. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation ou est-ce que vous me voyez moi? All right, let me see if I can fix it. Votre caméra s'est détournée, donc on ne vous voit pas. Sorry about that. Thank you. Voilà, donc maintenant vous me voyez, je m'excuse. Très bien. Donc, comme je disais, je suis très contente d'être présente dans cet atelier pour avoir cette conversation, pour voir comment la société civile et le processus humain peuvent travailler ensemble pour l'agenda. Donc, effectivement, nous avons une discussion avec les organisations de société civile, pas avec les gouvernements. Donc, pour cela, c'est très important que toutes les parties prenantes puissent utiliser tous les moyens possibles pour faire entendre leur voix. Mais bien sûr que
les langues sont très importantes pour avoir un monde pacifique. Cependant, ceci n'est pas accessible à tous et à toutes. C'est pour cela que nous devons protéger et promouvoir avec les sociétés civiles d'avoir une participation. Le Danemark s'est engagé à cela depuis très longtemps. Nous travaillons avec l'État et avec les sociétés civiles, pas seulement pour le tenir en tant que priorité, mais pour avancer à ce sujet. Ceci est quelque chose qu'on partage au plus haut niveau de l'ONU. C'est un appel. L'année dernière, le secrétaire général a fait un appel pour protéger les espaces civiques, car c'est un requis très important pour le développement durable ainsi que pour les droits humains. Donc, notre rapport est surtout sur l'espace civique et l'engagement des organisations de société civile avec les États. Cet appel à l'action du secrétaire général ainsi que les expériences que nous avons eues pendant l'année et demie de télétravail nous a donné l'opportunité de penser à comment nous joindre dans ces moments si difficiles et comment collaborer ensemble. Donc, pendant la dernière année, nous nous sommes réunis avec nos très bons amis du Costa Rica, de la mission de Costa Rica, ainsi qu'avec d'autres partenaires de la société civile, par exemple Civicus, Forus. Nous nous sommes joints pour discuter sur des événements importants et comment redonner cette place à l'espace civique. C'est très important pour l'ONU et les sociétés civiles de se réunir pour parler des opportunités et des processus de l'ONU. Donc, voir comment nous pouvons arrêter de silencier la société civile. Donc, grâce à ces réunions, au début de cette année, et prenant en compte toutes les recommandations que nous avons tenues pendant les réunions, ce sont des recommandations rédigées par le Costa Rica et le Danemark pour pouvoir les présenter dans le forum international. Nous avons reçu l'approbation de plus de 100 pays membres de l'ONU et 200 organisations de la société civile. Nous nous sommes réunis avec le Haut Commissariat des droits humains et nous allons circuler ce document de la session 56 sur la revitalisation du travail de l'Assemblée générale. Avec ces recommandations, nous cherchons à maximiser les avantages pour avoir une inclusion compréhensive, pour réunir la société civile aussi steps to be taken. We at the same time continuously seeking other ways as member states to ensure advancement on this issue. Donc, nous commençons à travailler sur cela et une partie de nos efforts se sont vus pour la société civile. L'année dernière, nous avons fait un petit forum politique de haut niveau. Nous avons organisé aussi un événement parallèle en tant que hôte à ce sujet. Nous continuons à faire des efforts aussi au niveau bilatéral pour les processus de l'ONU et des sociétés civiles. Donc, cette année, la Commission de l'ONU porte grande attention aux femmes pour donner aux sociétés civiles
un des deux sièges attribués aux sociétés civiles. Comme vous savez, le Danemark va présenter à Vienne cette année le FPHN. Donc, c'est un processus assez inclusif cette année. Cette biennale n'est pas seulement pour le rapport des gouvernements, mais pour entendre le rapport aussi de la société civile. C'est pour cela aussi que vous allez voir les conclusions et les évaluations des sociétés civiles, donc pas seulement leurs considérations, mais on les voit présents dans les rapports. Ceci a à voir avec le fait que nous ne pouvons pas accomplir avec les objectifs de l'agenda si nous ne ramenons pas la société civile à bord. Les délégations du FPHN contient 50% des sociétés civiles et 50% des gouvernements. Donc, chaque fois que nous pouvons, nous prenons la parole dans le forum. Les sociétés civiles ont un espace et du temps pour parler. Et le Danemark avec la Norvège ont rédigé un document pour faire une intervention sur le processus, les pas à venir, etc. Comme j'ai déjà mentionné, nous allons aussi montrer la société civile dans nos réseaux pour augmenter la sensibilisation. Nous avons un nouveau hashtag pour inclure la société civile et encourager les pays membres et les sociétés civiles de renforcer cette pratique. Donc, c'est très important d'utiliser le hashtag pour augmenter la sensibilité. Comme je l'ai mentionné, nous avons aussi tenu des réunions bilatérales car elles apportent beaucoup de valeur. Nous avons des meilleurs résultats, des meilleures recommandations aussi, mais c'est aussi très important de souligner que nous aimerions que l'ONU soit plus active à ce sujet. J'aimerais dire quelques mots sur la déclaration ministérielle. Nous avons travaillé sur des brouillons. Nous étions contents de voir les références du langage, du sexe, de la diversité. Nous avons un très bon paragraphe sur le climat et la biodiversité. Et c'est très important donc de commencer sur ça avant les négociations. Une fois que les négociations arrivent et se passent, nous voyons dans beaucoup de cas qu'il y a une référence à ce processus. Donc, des fois, nous voyons des problèmes de langage avec la société civile et le plaidoyage et les droits humains. Cependant, nous nous trouvons aussi dans une situation où les négociations de l'année dernière ne se sont pas tenues au bout à cause de la pandémie. Nous savons que la pandémie est une ombre obscure qui s'est placée partout dans le monde. Donc, il y a des situations très difficiles et donc c'est très difficile de nous mettre d'accord pour l'agenda 2030. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est très important cette année d'avoir l'approbation de la déclaration. Donc, effectivement, nous voulons montrer à tous les partenaires et à toutes les organisations de la société civile que c'est possible avec un peu de temps et de patience. Donc, voilà, nous voulions vous montrer ce que nous avons fait de la partie du Danemark. Si vous avez des questions, de commentaires ou si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. Malheureusement, je ne peux pas rester
jusqu'à la fin de cet atelier, j'ai une autre réunion à attendre, mais j'ai ma collègue Rebecca qui restera dans cet appel et elle pourra répondre à vos questions et commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadrice Marie-Louise, pour nous donner ces commentaires introductifs. Nous remercions tous les efforts et le travail fait par le gouvernement envers les organisations de la société civile. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais donner la parole à nos partenaires clés qui vont parler des priorités d'engagement et vont parler aussi du forum politique de haut niveau. Donc, le premier panel va parler sur comment construire la décennie 2030 plus inclusive. Et le premier orateur parlera sur des idées pour avoir un meilleur engagement des sociétés civiles à niveau de l'ONU. Donc, je vais donner la parole à Mandip Tiwana de Civicus. Mandip est le chef du programme de Civicus. C'est le programme global de terre et cela se base sur la législation, la liberté d'expression, association et l'Assemblée pacifique. Mandip Tiwana travaille depuis 2008 pour faire avancer la participation de la société civile dans la prise de décision et protéger les libertés de façon globale. Il travaille à Civicus pour défendre les libertés et pour protéger les valeurs démocratiques. Bienvenue. Vous avez 7 minutes. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de voir beaucoup de visages familiers, des gens que je connais déjà et qui travaillent dans ce sujet. Par exemple, Clara, nous avons des collègues de Forus aussi qui travaillent sur ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre l'ambassadrice Marie-Louise et de reprendre où elle a laissé. L'agenda 2030 est le défi le plus grand que nous avons en tant que société civile. Et en tant que société civile, nous faisons partie des négociations. Et ce qui est incroyable de cet agenda, c'est que c'est un agenda holistique basé sur les droits et nous voyons un grand éventail des préoccupations des sociétés civiles qui sont introduites dans cet agenda. Le défi maintenant est le fait que cet agenda n'est pas le seul outil que nous avons, même s'il y a quelques pays membres qui utilisent quelques chapitres de cet agenda dans leur politique, ce n'est pas le 100%. Nous avons des engagements importants pour la société civile, par exemple, avoir une participation plus grande dans la prise de décision, protéger les libertés humaines et créer des partenariats avec d'autres sociétés civiles et gouvernements. Ceci le montre dans les objectifs 16 et 17. Malgré ces défis, à Civicus, nous voyons que 87% de la population vit dans un pays où la liberté d'expression est censurée. Beaucoup de groupes de société civile font face à des défis incluant l'apparatus d'État avec des éléments de censure ou bien l'industrie privée qui ne respectent pas les principes démocratiques.
Il y a aussi des groupes qui promouvoient les idéologies d'exclusion et de haine, pendant que les sociétés civiles promouvoient les droits et les libertés. Donc, avec tous ces défis, nous croyons que pour protéger l'espace civique, c'est très important de prendre le relais et de faire du travail ensemble. Nous croyons que l'agenda 2030 n'a pas assez d'avenues pour la participation de la société civile ainsi que l'espace. L'espace est assez contraignant et on ne voit pas vraiment la participation de la société civile. C'est pour cela que nous appelons à la participation des sociétés civiles dans le forum politique de haut niveau et dans tous les espaces possibles. Nous avons vu aussi le pouvoir qui a la technologie avec l'Internet. Donc, c'est très important de nous adapter et d'aider à que les sociétés civiles s'adaptent aussi. Donc, tout ceci se passe aussi au même moment avec se passe au même moment de la présentation de l'ONU et l'Assemblée générale. Donc, nous savons que la Charte des Nations unies commence avec la participation de la population, la participation des personnes. Et c'est pour cela que c'est très important d'avoir la participation des sociétés civiles. Nous avons lancé une campagne pour promouvoir les trois sujets, les trois thèmes les plus importants pour ainsi pouvoir progresser dans la participation des sociétés civiles. Donc, le premier niveau est d'avoir une participation des sociétés civiles dans le forum politique de haut niveau. Ceci se fait au siège des Nations unies. Nous savons que quelques agences onusiennes font un très bon travail avec les sociétés civiles. Cependant, il y a une autre partie qui représente un défi. Donc, c'est très important de travailler en tant que moteur ou facilitateur et connecter les sociétés civiles avec les agences onusiennes pour qu'elles puissent travailler ensemble dans les principes rédigés dans l'agenda. Beaucoup d'entre eux parlent sur le développement durable et la société civile et comment ils sont connectés. Donc, c'est très important de faire ce lien et d'avoir des discussions à ce sujet. C'est très important aussi de prendre en compte les initiatives citoyennes comme celles qu'on voit en Europe. Dans les 10 dernières années, nous avons vu des conflits partout dans le monde, par exemple au Syrie, Gaza, au Sahara, au Myanmar et partout dans le monde. Et même s'il y a des citoyens qui demandent des résolutions sur ces conflits, nous voyons que les sociétés civiles ne peuvent toujours pas se faire entendre dans l'Assemblée générale. C'est pour cela que c'est très important de prendre action dans ça et d'aider la société civile. Le troisième point est sur la participation parlementaire. Nous parlons beaucoup de la participation à l'ONU qui est centrée dans les États. Donc, nous avons des États, des pays membres et nous avons la participation des sociétés civiles et nous voyons qu'il y a un accès limité au travail de l'ONU. Donc, c'est pour cela que c'est très important d'inviter les sociétés civiles dans tous les niveaux. Il y a aussi l'engagement de célébrer les 75 années de l'ONU et de l'actualiser. Donc, nous espérons que les idées des associations de la société civile, les organisations, vont donner leurs idées pour pouvoir imaginer tous ensemble un monde plus inclusif et plus pacifique avec la participation des OSC.
Merci beaucoup. Donc, on va passer au prochain orateur. Je ne vais pas lire la biographie, je ne vais pas donner une introduction à cause du temps, mais je vous demande donc de donner votre participation dans 6 minutes. Bena Elikana du GCAP, qui va parler de la justice sociale et ne pas laisser aucune femme derrière. Bina Palikal représente aussi la campagne nationale des droits humains. Bienvenue. Merci Roselyne et merci de nous donner cette opportunité. Je suis très contente de vous voir tous. On devrait être à New York, mais à cause de la pandémie, nous sommes ici en virtuel. Quand les États ont fait l'engagement de l'agenda 2030, un des messages les plus clairs qu'ils voulaient envoyer au monde, c'était celui de ne laisser personne de côté. Et nous voilà quelques années après avec un agenda très compliqué avec la pandémie et nous nous demandons les mêmes questions. Est-ce que nous ne laissons vraiment personne de côté? Je voudrais partager quelques expériences, spécialement voyant les groupes minoritaires, les groupes discriminés dans le travail et à cause de leur descendance, les femmes surtout dans leur communauté, les communautés qui sont affectées par des différentes formes d'esclavage. Donc la COVID-19 a fait, comme tout désastre dans le monde, a exacerbé les vulnérabilités au niveau global. Cette situation a surpassé les capacités des gouvernements de donner une réponse à cette situation et naturellement, un impact économique a été subi au niveau global, surtout dans les pays pauvres. Quand nous voyons les femmes dans les communautés qui sont discriminées à cause de leur travail ou leur descendance, nous voyons des similitudes en termes de genre ou identité. Voilà, nous les trouvons plus stigmatisées encore plus que d'autres femmes. Ces vulnérabilités font les intersectionnalités encore plus importantes. Si nous parlons des femmes trans, les âgées, etc. Et c'est pour ces intersectionnalités que nous devons considérer ces idées. Après le confinement, les gouvernements ont donné différents types d'aides, de l'argent et quelques protections sociales, mais par contre, il y a eu une aide inappropriée, spécifiquement pour des communautés qui sont discriminées de cette manière. Et bien sûr, la violence contre les femmes dans ces communautés reste toujours présente. Je voudrais vous donner quelques exemples de quelques pays que nous avons analysés. 42% des femmes vivent en dessous de la ligne de pauvreté. Donc, non seulement elles ont perdu leur emploi, mais à cause de cette situation, plusieurs de ces femmes ont été laissées en pauvreté alimentaire aussi. Les accès des communautés dus à la distance de leur communauté des aires rurales, elles se sont retrouvées dans ce gros problème. Nous devons considérer que 68% des femmes de ces communautés n'ont pas reçu les aides, des femmes veuves de ces communautés n'ont pas reçu les aides que les gouvernements ont promis. Quand nous parlons de femmes migrantes non documentées et femmes trans dans ces communautés, par exemple en Bulgarie, en Roumanie, il y a des projets qui appuient les programmes de reproduction sexuelle des femmes et ces programmes ont été arrêtés. Donc, quelles sont nos demandes?
Je voudrais parler de la vaccination et je retourne à ces idées. Ces programmes représentent une barrière pour plusieurs citoyens, car pour avoir un vaccin, il faut avoir un ordinateur pour passer le processus et se registrer. Plusieurs communautés n'ont pas d'accès à la technologie et ceci le fait beaucoup plus difficile. Nous devons considérer les aires rurales, les zones rurales où il n'y a pas d'accès aux services de santé aussi. Nous ne voyons pas que tous les gouvernements puissent garantir la vaccination de les communautés marginalisées et la demande a toujours été celle-ci. Quand nous parlons de ne laisser aucune personne de côté, nous devons considérer les politiques, mais aussi l'exécution de ces programmes et ces politiques. Nous devons considérer toutes les personnes, les femmes, les marginalisées, et toutes les personnes qui sont usuellement laissées de côté. Merci beaucoup. Rosaline, I think you're muted. Rosalina, votre microphone n'est pas allumé. Je m'excuse. Merci beaucoup, Vena, pour votre intervention. Je crois que ces idées que vous avez exposées sont très importantes. Je voudrais maintenant... je m'excuse, mais la prononciation des noms aujourd'hui est très difficile. Je voudrais inviter Bena Palikal à parler sur la justice sociale, sur comment améliorer les partenariats pour l'agenda 2030. Vous avez 6 minutes. Merci, Roselyne. J'ai une présentation que je voudrais partager. Merci, bonjour à tous. Je suis Deirdre de Burka et voilà, nous faisons partie d'une association de société civile et on m'a demandé de parler sur comment améliorer le travail des partenariats pour l'agenda 2030. Je suis très contente de faire ceci car ceci contribue aux ODD 16 et 17. Comme vous le savez, le ODD 17 a à voir avec toutes les parties prenantes et leur participation. J'espère que le 9 juillet, vous pourrez tous participer à notre discussion du jour à ce sujet. Donc, la question aujourd'hui est comment améliorer le travail des partenariats pour l'agenda 2030. Comme je l'ai déjà dit, les partenariats sont reconnus comme un moyen clé d'implémentation pour l'agenda 2030, surtout pour l'ODD 17. Aussi avec d'autres secteurs comme le secteur privé, les universités, etc. Donc, ces partenariats sont centrales, sont clés pour l'agenda 2030 car ils font une approche particulière pour le développement durable et niveau international, la société l'a reconnu comme quelque chose qui est très, très nécessaire. Ceci n'est pas seulement un compromis idéologique, mais aussi un pratique, quelque chose de très pratique. Ceci nous aide à attirer une diversité d'expériences pour l'agenda 2030 et de l'aide pour complémenter toutes nos actions. Aussi, il nous aide à légitimer toutes nos actions et améliorer les partenariats de tous les secteurs et non seulement un. Ceci aussi nous donne une diversité d'expériences
entre les partenaires participants. Je voudrais être un peu provocative aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire au sujet du concept de ces partenariats? Et donc, seulement la question, combien de nos OSC participent à de partenariats importants? Nous avons aussi les parties prenantes comme les gouvernements locaux ou les mouvements sociaux. Combien de nos partenaires participent dans des alliances significatives avec d'autres secteurs? Et bien sûr, sachant qu'il y a plusieurs alliances informelles et d'autres plus formelles, aujourd'hui, je vous parle de la perspective d'une structure un peu plus formelle qui a des objectifs qui ont été accordés mutuellement et clairement. Donc voilà, une autre question intéressante que nous devons considérer sur les OSC qui peut-être ne font pas partie de ce travail. Quels seraient les éléments pratiques qui évitent que nous puissions faire ces partenariats? Peut-être il y a un manque de confiance dans les réseaux ou un manque de capacité ou un manque de fonds de financement qui pourrait s'intensifier en tant que ressources humaines. Je voudrais vous donner un exemple sur comment les alliances entre différents secteurs pourraient être liées à l'ODD 16+, et comment nous pouvons promouvoir un environnement qui puisse promouvoir la société civile. Nous savons que les tendances des gouvernements que les gouvernements tendent à prendre action autoritaire plus que d'autres genres. Et nous devons aussi considérer les restrictions, la surveillance, et nous devons créer des alliances avec d'autres groupes d'intérêt qui pourraient aborder ces espaces civiques et y inclut les organisations philanthropiques, les syndicats, les églises et le secteur privé. Le point est que la société civile plus probablement pourrait être attaquée ou pourrait être réduite si nous n'avons pas de secteur d'influence dans nos sociétés. C'est pour cela qu'il est important de créer ces partenariats pour promouvoir la société civile. Je voudrais conclure avec ces idées. Nous devons créer des alliances pour promouvoir l'ODD 17. En premier, nous devons promouvoir que la communauté internationale puisse faire une recherche ou puisse exécuter et chercher l'objectif de l'ODD 17 et implémenter l'agenda 2030. En dépit du fait que l'implémentation de l'ODD 17 par la réunion de haut niveau de l'ONU n'est pas un fait encore, nous devons chercher des éléments pratiques pour cette implémentation et nous réunir régulièrement pour voir nos progrès. Nous devons créer des alliances multisectorielles et nous devons défendre ou plaidoyer ces alliances, car il est très difficile de les créer et de les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il doit y avoir plus de financement au niveau international pour plaidoyer l'ODD 17. Forus aussi cherche la création de nouvelles plateformes digitales pour promouvoir ses idées et pour connecter les différentes personnes et les différents secteurs avec des domaines d'intérêt similaires qui pourraient être liés à l'ODD 17. Et ainsi, nous pourrons identifier et peut-être même créer de nouvelles alliances connectées à de nouveaux objectifs de développement durable. Finalement,
Nous cherchons que la société civile ait accès à la génération de capacités dans l'ODD 17 pour maintenir et appuyer et supporter la mise en œuvre de tous les ODD. Merci à tous de m'avoir écouté. Vous avez la parole, Roselyne. Merci, Deirdre, pour votre présentation. Maintenant, je voudrais inviter à notre prochaine intervenante, Katrina Popovic. Merci beaucoup. J'ai un thème complexe, les révisions de FPHN, mais je vais essayer d'en parler que dans quelques minutes. Mais je voudrais vous dire que ceci n'est pas quelque chose de positif car cela veut dire que pas beaucoup a changé. Nous devons considérer les caractéristiques principales. Nous commençons la révision de haut niveau. Nous avons commencé il y a 2 années avec la pandémie du COVID-19. Pour nous et pour le reste du monde, nous avons commencé à analyser les conséquences et la possible récupération. Et on voulait que ceci puisse se transformer en un élément qui puisse promouvoir un changement signifiant. Mais à cause des changements structurels causés par la pandémie, on voulait avoir plus d'éléments pour le futur pour améliorer les fonctions de cette évaluation. Malgré tout, il me semble qu'en septembre de l'année dernière, on croyait que le délai des ODD était à 62 années. Nous savons qu'il y avait des délais ayant à voir avec l'ODD numéro 1 déjà, mais avec la pandémie, tout s'est tout a été pire, tout s'est aggravé. Et donc, nous devons considérer la situation du COVID-19 car nous connaissons la situation de la pandémie, mais bien sûr que la pandémie a fait qu'il est plus facile d'argumenter un rôle plus important. Une partie des approbations est déjà faite et nous avons déjà quelques éléments sur comment améliorer. Nous avons présenté de différentes conversations et dialogues sur les droits humains aussi. Mais avec tout ceci, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup qui a changé jusqu'à ce moment. Ce que nous avons après la révision de haut niveau et la déclaration, même si elles ont eu lieu à des moments différents, nous pouvons dire qu'il faut promouvoir le leadership et les réunions de haut niveau et les recommandations qu'elles font. En fait, nous avons vu des approbations et les pays sont en train de travailler à ce sujet, mais nous ne voyons pas beaucoup d'engagement, pas d'ambition pour la mise en œuvre et la poursuite de ces objectifs. Je crois que nous manquons de réponses pour que les différents pays puissent orienter leurs actions pour conclure pour les objectifs qu'ils se sont mis. Voilà notre principale critique. Et je dois vous dire qu'il s'agit d'un processus qui a reçu du support dans les réunions ministérielles et de haut niveau et de différents pays. Mais il y a eu aussi beaucoup de résistance et donc il n'a pas été possible d'avancer et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de grands changements. Nous savons que rien ne sera comme avant, spécialement après la pandémie et le COVID-19. Les problèmes sont encore pires maintenant. Nous avons besoin d'une agence transformatrice. Malgré tout, tous les efforts pour avoir des changements signifiants,
beaucoup de ces efforts ont été arrêtés afin de chercher une terminologie en commun. Il y a eu des changements mineurs soutenus par plusieurs pays, mais il n'y a pas vraiment d'ambition plus grande, car nous avons été arrêtés à cause de la terminologie. Je sais que nous savons tous qu'il faut changer de terminologie pour avancer. Donc, nous devons considérer plusieurs propositions qui ont été faites. Nous avons vu qu'il y a eu quelques sujets qui ont été complètement arrêtés. Par exemple, tout ce qui concerne le genre, nous n'avons pas vu beaucoup d'accords, pas trop d'engagement. En ce qui concerne les droits humains, il y a un paragraphe, mais il n'est pas très fort. Donc, voilà un processus très long avec beaucoup de consultations, beaucoup de réunions tout au long de la route, et les changements seront mineurs de toute façon. Je crois que le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu des efforts pour éliminer les barrières structurelles que nous avons vues, les inégalités systémiques, l'architecture du pouvoir global, l'architecture niveau financier. Donc, rien n'a été altéré et donc il n'y a pas eu de changement en dépit de nos efforts et des actions de plusieurs pays qui ont essayé de soutenir ces idées en termes de droits humains, du rôle de la société civile. Mais en réalité, nous avons vu un affaiblissement. Nous avons aussi fait beaucoup de travail en termes d'intégration des différents ODD. Nous avons accepté plusieurs éléments, mais nous n'avons pas eu de résultats. Malgré les espoirs et les bonnes intentions, la révision annuelle de l'ODD numéro 16 a été difficile à un point, je crois, on a cru que ça allait arriver, mais nous n'avons pas réussi. Comme je l'avais déjà dit, voilà un point faible de nos actions, surtout dans les réunions politiques, le forum politique de haut niveau. Et je crois que c'est une bonne opportunité pour apprendre quelques leçons et reformuler nos recommandations. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, il faut faire plus d'efforts pour les ODD, faire d'autres questions, des questions différentes pour avoir une transformation un peu plus grande, mais il me semble que les choses resteront comme elles sont. Il y aura des présentations peut-être au sujet touristique et tout ce que les pays ont fait jusqu'à maintenant. Beaucoup de discussions aussi ont été au sujet de la discussion globale et régionale, et voilà la raison de la participation des commissions régionales, car la déclaration ministérielle est encore ouverte et il y a encore une possibilité d'amélioration. En termes des aspects critiques, je crois que nous devons aborder l'idée de la société civile. Après plusieurs délais, et nous nous sommes trouvés dans une situation de plaidoyage de la position dans laquelle nous étions déjà, et nous n'avons pas vu d'amélioration. Nous avons eu le soutien de quelques pays. Nous recommandons aux pays surtout qu'ils puissent avoir des représentants pour ces réunions, mais il me semble que nous sommes tolérés plus qu'invités. Je crois que nous poursuivrons nos efforts. Nous aurons que quelques minutes pour parler comme toujours, et je crois que ce n'est pas un bon échange d'idées, un bon dialogue ouvert qui nous permettrait de parler au sujet des éléments les plus importants. Nous devons aussi dire qu'il y a des rapports de différents groupes d'intérêt
Et ces rapports sont disponibles, ils ont été traduits et publiés déjà. Peut-être seulement les textes d'introduction, mais voilà, c'est ce que nous exécutons, c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Voilà les apportations des États membres. Les rapports nationaux ne sont pas encore disponibles, donc comment pouvons-nous avoir un dialogue si nous n'avons pas les points principaux à traiter? Donc voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Je crois qu'un des thèmes les plus importants est la révision des documents. Je crois qu'il y a eu quelques améliorations. Nous avons amélioré en termes de recommandations et des parties prenantes de la consultation. Bien sûr, la société civile et d'autres groupes d'intérêt ont fait pression, mais nous avons de toute façon une révision politique de haut niveau qui n'a rien à recommander et n'a pas d'opinion de substance de la part des groupes d'intérêt et nous ne voyons pas beaucoup d'efforts faits à ce sujet. Merci, Katharina, d'avoir partagé ces idées à ces sujets pour lesquels nous luttons depuis le début de nos discussions. Il me semble que Roselyne a des problèmes de connexion et les interprètes ne l'entendent pas. Maintenant, je voudrais inviter à Sarah Brandt de Global Focus qui fera un suivi aux idées de la société civile. Merci, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir organisé cette réunion. Je suis Sarah Brand de Global Focus, une plateforme du Danemark pour les sociétés civiles et avec plusieurs d'entre vous et pendant plusieurs années, nous avons travaillé avec le hashtag Unmute. Je voudrais partager une présentation avec vous. Pendant cette dernière année, nous avons eu plusieurs réunions virtuelles avec les Nations Unies dans lesquelles nous avons noté qu'il n'y avait pas d'inclusion de la société civile. Et c'est pour cela qu'il y a eu une grande mobilisation de la part des groupes de la société civile niveau mondial et aussi dans le FPHN de cette année. Comme Katharina l'a dit, il y a beaucoup de thèmes qui évitent encore une participation de la société civile dans tous les niveaux. Et c'est pour cela que nous avons créé cette image, ce logo, pour que vous puissiez tous nous aider à fortifier l'inclusion, à promouvoir l'inclusion de toutes les parties prenantes. Donc, on vous encourage ici à utiliser le logo ou bien l'information que vous trouvez importante et utiliser le hashtag UNMuteHLPF. Ce hashtag sera utilisé par beaucoup de nos partenaires et nos alliés partout dans le monde pour surligner le besoin de vraiment inclure tout le monde, surtout sous la perspective de ne pas laisser aucune femme derrière et en prenant en compte la fracture numérique, car c'est très important aussi d'avoir une participation virtuelle. Aussi, comme Mandip l'a dit, c'est une opportunité pour tous d'être inclus de meilleure façon, car nous n'avons pas besoin de payer un ticket d'avion ou bien d'avoir un visa. Nous pouvons continuer à nous connecter de façon virtuelle, même s'il y a quand même quelques défis. Dans les dernières réunions de l'ONU, nous avons vu que le virtuel n'est pas seulement la responsabilité des agences d'assurer la participation de la société civile, mais des pays membres aussi. Donc, nous avons rédigé 3
recommandations pour les pays membres et pour qu'ils incluent ainsi les sociétés civiles. Donc, tout d'abord, c'est de partager les rapports de la société civile nationale, que ce soit accessible. La deuxième activité est d'avoir une meilleure participation virtuelle de la société civile et finalement d'établir des espaces pour le FPHN à niveau national et sous-national. Tout cela va être très important pour réduire la fracture numérique. Donc, nous voyons que les ODD donnent aux organisations de société civile une opportunité de rédiger une lettre au gouvernement pour ainsi se joindre à l'initiative de l'ONU et de partager et de participer dans d'autres initiatives et des recommandations pour ainsi avoir une organisation des Nations unies beaucoup plus inclusive qui a déjà presque 200 pays membres et 300 organisations de la société civile. Ceci est très important. Et donc, pour cela, nous avons lancé le hashtag UNMuteHLPF aujourd'hui. Nous allons le lancer aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, utilisez-le. Rédigez l'information car c'est comme ça qu'on aura plus de participation de la société civile. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup pour me donner la participation en tant que modératrice, mais je vais donner la parole à Oli. Oui, merci beaucoup, Rosaline, et merci beaucoup à tous les orateurs qui viennent de présenter. On voit une grande demande des personnes qui travaillent dans la société civile de faire entendre leur voix, surtout au haut niveau, comme le forum politique. Donc, je crois que c'est une très bonne introduction pour parler des sujets clés qu'on voit aujourd'hui. Donc, pour la deuxième session de cet appel, nous voulons faire quelque chose de plus interactif. Nous savons que les appels Zoom peuvent être un peu ennuyantes ou bien fatigantes. C'est pour cela que nous avons décidé de faire des petits ateliers, des sous-ateliers et de diviser les participants en 3 groupes, surtout groupes de langue. Donc, nous avons des participants de la société civile et des gouvernements. Donc, avant de nous diviser par groupe, car on a parlé d'abord du macro, un aperçu macro, et maintenant on va parler de comment ça se fait à niveau national. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut nous assurer que les sociétés civiles vont être prises en compte? Et le FPHN commence dans 10 jours. Donc, nous voyons déjà un processus de consultation et de participation. Nous allons entendre les exemples du Danemark, Zimbabwe, l'Indonésie et le Mexique. Et s'il vous plaît, veuillez respecter le temps. Vous avez 5 minutes pour présenter et après, on va se diviser en petits groupes. Donc, d'abord, j'aimerais remercier Dr. Bibi Aswati, qui est chef du secrétariat des ODD en Indonésie et je crois que vous avez une présentation à partager. Oui, merci Oli. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée à tous et à toutes. Already shared my slide. Est-ce que j'ai déjà partagé? Ah, voilà. Voilà ma présentation. Merci beaucoup. Donc, pour l'Indonésie, les examens nationaux volontaires, où sommes-nous? Ceci est le 3e examen que nous rédigeons. Le premier était en 2017, le deuxième en 2019 et le troisième en 2021. Il a été considéré comme un des meilleurs rapports, surtout pour l'objectif numéro 16 et aussi pour le financement. Nous sommes pris comme exemple pour ces 2 sujets. Donc, le cadre de travail que nous avons utilisé
dans l'équipe pour la récupération résiliente et durable a été en charge du gouvernement et des sociétés civiles pour commencer avec la récupération du pays. Donc, quelques réformes qui vont se mettre en place cette année et la réforme du système national de la santé. Nous voyons avec la pandémie une augmentation de la pauvreté ainsi que l'inégalité. Donc, on a vu aussi notre système de santé national qui fait face à beaucoup de défis. C'est très important aussi de mentionner le défi que nous avons dans l'éducation. C'est très important d'éduquer la population pour qu'elle puisse travailler dans son système immunologue et ne pas tomber malade. Nous avons en Indonésie plus de 80 millions de citoyens. Cependant, le vaccin a atteint seulement 11% de la population. Donc, ceci nous donne un bon aperçu de la situation des personnes en Indonésie. Nous devons aussi reformer notre système de protection sociale pour faire face à des situations comme la pandémie. C'est très important aussi de s'adapter pour la réponse. Par exemple, comment construire une société, un système de protection sociale beaucoup plus robuste. Et nous avons aussi le défi de mitiguer le changement climatique. Quant à la récupération économique, nous avons commencé à construire une économie verte dans le pays. Donc, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus d'initiatives avec des meilleures pratiques que nous apprenons de beaucoup d'autres parties prenantes, par exemple l'économie circulaire aussi. Bien sûr que le défi le plus grand est la mise en œuvre ou l'exécution de ces initiatives, car elles doivent être bien exécutées. Donc, les processus en soi, je dirais que c'est très inclusif. Nous avons inclus 4 plateformes des ODD, pas seulement des plateformes du gouvernement ou du gouvernement local, mais aussi du Parlement et des autres agences. Ils sont en train de réviser l'information, les données actualisées aussi pour chaque objectif. Et en révisant le nouveau processus, nous a donné l'opportunité de nous joindre, d'avoir des réunions et d'avoir des discussions ensemble. L'autre plateforme a à voir avec l'académie ainsi que la philanthropie et les business, donc avec les organisations de la société civile. Nous avons aussi pris en compte les meilleures pratiques des parties prenantes. Pendant les 4 mois de travail, nous avons pu accueillir 400 recommandations et plus de la moitié ont été déjà mises en œuvre car tout le monde veut être reconnu par cette initiative, surtout en temps de COVID-19. Donc, avant de parler du processus, j'aimerais dire que nous avons aussi eu une consultation publique en ligne. Cette consultation a inclus la jeunesse, des groupes marginalisés, parmi d'autres. Pendant ce processus, nous avons souligné le besoin que nous avons dans le plan de travail. Et donc, nous avons
penser à ces 6 stratégies que nous croyons peuvent nous aider pour baser une forte fondation pour la récupération. Donc, nous avons en économie l'économie circulaire, l'économie bleue, la transition énergétique. Ainsi comme avoir une économie à faible émission de carbone. Ça serait tout de ma part. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ce sont des points très clairs sur le processus que vous avez exécuté. Je crois que nous avons le temps pour entendre la coalition de la société civile d'Indonésie. Donc, je vais vous donner 1 ou 2 minutes de microphone. Oui, merci beaucoup, Oli. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Oli. Et merci à tous et à toutes pour présenter toute cette présentation. Je remercie aux pays membres et à l'ONU de nous donner l'opportunité de participer. Donc, la VNR en Indonésie a reconnu une inégalité beaucoup plus profonde avec des données et ceci nous fait voir que pendant la pandémie de la COVID-19, c'est très difficile de regrouper les données car c'est très difficile d'avoir accès à l'Internet. Donc, nous avons mis en œuvre des recherches avec les gouvernements et ces études se basent dans l'impact de la COVID-19 et des organisations de la société civile. C'est très important de créer aussi un rapport beaucoup plus équilibré. Nous devons aussi avoir une perspective et une connexion avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains. Nous voyons que beaucoup des organisations de société civile n'ont pas été invitées à participer au VNR. Ceci est très important. Et quant à l'engagement, c'est très important pour la société civile d'avoir des données en tant qu'évidence, car c'est très difficile pour nous de contribuer avec des données et d'être inclus dans le processus VNR. Donc, c'est quelque chose que je voulais souligner aussi. Je m'excuse si j'ai parlé vite. Oui, j'espère que pas assez vite pour nos interprètes. Moi, j'ai bien compris et je te remercie pour avoir fait ce petit résumé sur les données, la qualité des données et aussi d'identifier les brèches des données. Très bien. Donc, pour continuer avec les exemples, nous avons déjà entendu l'intervention du gouvernement du Danemark. Nous avons aussi Caroline de Globus Focus pour nous parler du VNR à Danemark. Qu'est-ce que vous avez appris? Quels sont les messages clés? Qu'est-ce que vous voulez partager et qu'est-ce qui a bien marché pour vos pays? Caroline, allez-y. Oui, merci beaucoup, Oli. Tout d'abord, merci pour l'avoir organisé et pour m'avoir invité à parler et à partager comment une initiative a bien marché au Danemark. Nous avons une collaboration très étroite avec la société civile. Cependant, le commencement a été un peu lent au début. Donc, les sociétés civiles au Danemark ont décidé de terminer avec ce silence en octobre. Et au lieu d'attendre les agents du gouvernement de prendre le relais, nous avons invité 2 ou 3 chefs de gouvernement à des réunions que nous avons eues avec le sujet « Ne laissez personne derrière ». Donc, nous avons pu parler sur la surveillance et l'accord.
C'est très important aussi de prendre en compte les espaces informels où les sociétés civiles peuvent faire entendre leur voix, peuvent partager et peuvent avoir des informations, surtout avec les exemples d'autres régions. C'est très important aussi de voir quels sont des bons exemples à suivre. Donc, c'était une réunion assez informelle qui nous a permis de partager nos solutions aussi. C'était très important de partager nos solutions, surtout pour le processus dans le futur. Donc, après 3 tours de table, nous avons accueilli tout le matériel des ateliers et nous sommes réunis avec les sociétés civiles et comme ça, on a pu partager des actions tangibles pour les mettre en œuvre le plus vite possible et de collaborer ensemble. Donc, par exemple, nous avons une évaluation des sociétés civiles sur les ODD ainsi que dans le ENV, l'initiative de ne pas laisser personne derrière, etc. Nous avons aussi mis en œuvre un cycle de surveillance pour le ENV et je suis convaincue que cette approche basée sur les solutions a été clé pour la collaboration que nous avons eue avec les ministères des Finances et de l'Environnement et de la Santé. Donc, ceci a été très utile. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons pu établir une relation ou un contact assez étroit. Donc maintenant, ils ont la confiance de nous appeler, de nous écrire pour nous poser des questions ou bien pour demander plus de conseils. Donc, ceci était très bien et je crois que même si au début, nous avons eu quelques problèmes, la collaboration au long de l'année a été très bonne. C'est génial, c'est une approche très intéressante. Exactement, c'est comme faire une liste de vœux, des sujets clés et puis travailler sur les solutions avec les gouvernements ou bien les ministères clés qui sont involucrés. C'est un très bon travail de collaboration. Donc, le prochain orateur va nous parler de la perspective du continent africain. Il vient du Zimbabwe. Ils ont eu leur forum régional l'année dernière. Donc, Judith, est-ce que tu peux nous donner un aperçu sur ce qui a marché et où sont les lacunes encore pour le Zimbabwe? Oui, merci beaucoup, Oli. Merci de m'avoir invité. Je salue tous les participants et les collègues que je connais déjà. Laissez-moi commencer par dire que le Zimbabwe a fait son premier examen national volontaire en 2017. Nous avons créé un groupe de travail de société civile pour travailler dans les objectifs de développement durable et notre processus d'engagement était très robuste. Cette année, le gouvernement va présenter le deuxième examen national volontaire et encore une fois, nous avons pu contribuer avec la société civile à ce processus. J'aimerais dire qu'en 2017 et à présent, le gouvernement mène des consultations pour avoir un examen national volontaire. Donc, le processus est très bien organisé. Il inclut les sociétés civiles. Et ceci a été fait en 2017 et en 2021 aussi. C'est très important de continuer à entendre la société civile et d'entendre la population, les citoyens. C'est important d'analyser tout cela d'une perspective de société civile. Donc, en 2017, nous avons lancé le processus de l'ENV car nous ne voulons pas
Nous ne voulions pas rester derrière. Donc, on a travaillé ensemble avec la société civile et le gouvernement. Et maintenant, nous avons une approche qui s'est développée pour travailler et collecter les données de ce processus depuis toutes les perspectives, incluant la perspective des sociétés civiles. Le pas suivant était de partager avec les membres de l'organisation de développement de capacités. Nous avons vu aussi que le gouvernement était un peu sceptique quant au l'ONV et ils voulaient savoir ce que nous voulions. Donc, ils espéraient que la société civile lui donne ces réponses et cette information. Comme vous le savez, tous les ateliers se sont menés de façon virtuelle à cause de la pandémie. Et c'est comme cela qu'on a pu nous avons pu partager toute cette information à tous les niveaux et comme ça, l'information a pu joindre toutes les organisations de société civile. Nous avons utilisé aussi quelques méthodes, bien sûr, la méthode virtuelle en ligne et due aux restrictions de la pandémie, nous n'avons pas pu nous réunir, mais avec le vaccin, maintenant, nous avons pu nous joindre de façon hybride, donc virtuelle et présentielle, avec tous les protocoles de santé nécessaires. Nous avons demandé au gouvernement de nous donner leurs commentaires aussi vite, ainsi que les commentaires de la société civile. Et comme ça, nous avons pu regrouper les données dans notre rapport. Et nous croyons que ce processus a bien marché pour nous. Ça a été plus facile pour les sociétés civiles ici en Afrique d'avoir une position plus forte en 2017. Et puis, nous avons pu renforcer cette position cette année quant à notre position envers les ODD. Une note positive est que le gouvernement attend aussi cette information de notre part et donc nous croyons avoir créé une ambiance de travail beaucoup plus harmonieuse entre le gouvernement et la société civile. Donc pour cette année, nous cherchons à avoir une approche aussi intégrale et améliorer notre approche dernière pour ainsi améliorer l'engagement et l'influence des sociétés civiles dans le processus de l'ENV. Effectivement, en 2017, c'était plus facile pour les consultants d'utiliser les données, les informations. Il y avait aussi des narratifs qui consolidaient et qui expliquaient ce qui arrivait. Donc voilà notre expérience au Zimbabwe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judith. Et vous avez mentionné un point très important sur la deuxième fois et tout ce qu'on apprend de la première expérience et comment on peut améliorer la deuxième expérience. Donc, nous voyons des pays qui sont en train de travailler dans leur deuxième ou même troisième ENV. Donc, c'est très intéressant de comprendre comment vous vous êtes engagé, comment vous avez appris de votre expérience. Le prochain exemple est sur le Mexique.
L'intervention sera en espagnol, donc veuillez utiliser l'interprétation simultanée. Nous avons Laura et Roberto qui vont nous donner la perspective mexicaine. Laura, allez-y. Oui, bonjour. Bon après-midi, bonsoir à tous, à toutes. Oli, merci beaucoup d'avoir créé la possibilité d'avoir des échanges sur les différentes expériences des sociétés civiles dans le processus de l'intégration des examens nationaux volontaires. Comme tu l'as dit, nous serons deux à présenter la perspective mexicaine, deux organisations différentes qui ont été très actives quant à la participation des organisations de société civile pour l'examen national volontaire. C'est le troisième examen qui sera présenté par le gouvernement. Nous faisons partie d'un espace d'organisation de société civile. Depuis l'agenda, nous nous sommes conformés et nous faisons un suivi avec différents exercices de participation et la possibilité de faire du plaidoyage dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Le gouvernement mexicain a un processus compliqué car nous avons eu deux gouvernements différents, deux administrations différentes pendant l'examen. Hier, la nouvelle administration a 3 ans d'être dans le pouvoir, donc nous avons pu avoir un dialogue avec eux. Et avec Oli, on a discuté le fait que c'est très important de discuter dans cet appel la dernière étape de participation tête à tête quant à l'exercice d'intégration de l'examen national volontaire qui a des caractéristiques différentes dans les occasions passées. Donc, dans cette occasion présente, nous avons eu la possibilité de faire partie d'un nouvel exercice, un exercice innovateur où l'intégration du rapport a passé par différentes étapes. Tout d'abord, nous avons donné une qualification des ODD au Mexique. Donc, nous avons une note qui n'est pas très bonne car il y a des ODD où nous n'avons pas vu aucun progrès. Et avec le gouvernement mexicain, le gouvernement a décidé d'inclure 9 nouveaux secteurs et nous a donné la possibilité qu'un de ces secteurs soit les organisations de la société civile. Ceci n'a pas été facile car nous devions insister et mettre la pression pour faire partie de ce comité en tant qu'acteur ou représentant. Et c'est comme cela que nous avons mené une consultation approuvée par le gouvernement. Donc, nous étions un groupe d'environ 80 organisations de société civile qui ont eu la possibilité d'évaluer le progrès de l'agenda 2030 au Mexique, mais aussi de donner des propositions, des solutions, ainsi que des exigences et des demandes pour avoir une participation plus systématique et plus inclusive, qui ne soit pas seulement restée, qui ne reste pas seulement dans les éventuels exercices de consultation, mais vraiment d'être prise en compte. Donc, l'option que nous avons eue de donner notre perspective, notre point de vue sur la mise en œuvre, l'exécution et le progrès de l'agenda va nous ouvrir une route pour continuer à travailler et participer ensemble. Donc, nous avons mené cette consultation. Roberto va nous parler un peu plus en détail et nous avons aussi mené un autre exercice avec un groupe focal d'organisation pour intégrer ce que nous appelons les rapports alternatifs, rapports miroirs, rapport de lumière, comme on l'appelle au Mexique. Voilà le deuxième que nous avons rédigé après l'approbation de l'agenda 2030. Avec ce rapport, nous pouvons donner une évaluation beaucoup plus qualitative et pas quantitative quant à la stratégie nationale, les moyens d'exécution pour l'agenda
le niveau de participation, si les OSC ont été inclus ou pas et comment. Donc, c'était une expérience très intéressante. On peut en parler beaucoup plus car il y a eu des bons moments et des mauvais moments, car pas tout le gouvernement exécutif nous ouvre la porte pour participer. Donc, nous avons pu visibiliser dans le ministère des Affaires étrangères et la présidence aussi. Maintenant, l'agenda est en charge du ministère de l'économie, mais je dirais donc que la possibilité de participer a beaucoup à voir avec le respect et la crédibilité que nous avons avec quelques agences du gouvernement. Donc, nous savons que le ministère des Affaires étrangères est un ministère clé pour qu'il nous donne la possibilité de travailler sur la déclaration ministérielle et nous avons maintenant le rapport de consultation qui va être inclus dans l'examen national volontaire du gouvernement où vont être inclus les 9 secteurs qui font partie de cet exercice de consultation aussi et d'incorporation dans nos propositions, valorations et recommandations sur comment bouger vers le futur en respectant l'agenda avec un gouvernement qui est très intéressé à développer une politique publique pour terminer avec les inégalités, les injustices. Il y a donc des idées intéressantes qui peuvent aider l'agenda, mais ce n'est pas un gouvernement qui a assumé l'agenda avec la vision intégrale. Il n'y a pas non plus une grande transparence et donc nos organismes doivent travailler encore plus, doivent participer encore plus. C'est pour cela que nous travaillons dans le rapport, dans l'examen. Nous qualifions les ODD aussi avec une autre perspective et nous faisons partie de ce comité. Donc, je vais donner la parole à Roberto, qui travaille aussi dans une organisation de société civile et tous les deux faisons partie des organisations qui facilitent ce processus en tant que meilleure pratique. Roberto, je m'excuse d'avoir pris le temps. Allez-y. Merci Laura. Je vais participer en espagnol, donc vous pouvez, pour que vous me puissiez écouter dans la langue de votre choix. Merci de m'avoir partagé cet espace. Je suis Roberto et je collabore dans une organisation appelée The Hunger Project, une organisation internationale avec une présence dans 22 pays du monde. Et notre mission est celle de mettre fin à la pauvreté et à la faim avec les communautés et des projets avec une perspective basée sur le genre. Je voudrais remercier à tout le monde de nous avoir invités. Je représente 2 organisations qui sont dans le mécanisme formel du gouvernement du Mexique et je voulais vous dire 3 choses. Là, tout d'abord, quelques recommandations importantes qui ont été issues de notre consultation nationale qu'on a fait et aussi que fera-t-on après ce processus du rapport et au Mexique? Qu'est-ce que l'on sait? Comme on l'a déjà dit, la consultation a été faite avec à peu près 80 organisations dans le pays. C'est un nombre important, considérant qu'elles se situent dans différentes régions de notre pays. Quelques recommandations ont à voir avec l'alignement du fait que le gouvernement fédéral doit aligner ses priorités et ses projets et ses politiques avec les documents et les standards internationaux auxquels le Mexique est une partie prenante. Il y a une partie importante sur le renforcement des engagements
en tout ce qui concerne l'agenda 2030. C'est quelque chose qui est ressorti plusieurs fois dans la consultation, renforcer l'architecture locale des gouvernements locaux et municipaux, et aussi la restructuration des politiques publiques avec des perspectives basées sur les droits humains, le genre, la diversité sexuelle, une perspective intersectorielle, une approche intersectorielle, et aussi concernant le financement international, niveau gouvernement fédéral, gouvernements locaux et les OSC, qui a à voir avec les modes de financement, avec les différents niveaux du gouvernement, les participations de différentes parties prenantes, la participation avec des différentes agences internationales qui permettent le développement favorable pour les organisations. Je crois qu'il y a un contexte qui est complexe concernant notre condition fiscale que le gouvernement du Mexique est en train de promouvoir. Mais comme je l'ai déjà dit aussi, il faut fortifier les mécanismes des OSC. Un des moments les plus importants qui aura lieu prochainement est que cette consultation qu'on a faite et ces recommandations seront incluses dans l'ENV du Mexique. C'est-à-dire que notre recommandation de l'OSC, des OSC, seront une partie formelle de notre rapport, de notre ENV. Après le forum politique de haut niveau, ou plutôt dans le cadre du forum politique de haut niveau, notre équipe, Laura, moi-même, font partie de la délégation officielle du Forum politique de haut niveau du gouvernement du Mexique. Et ceci est important car nous aurons l'opportunité d'accompagner tout ce que le gouvernement du Mexique aura à dire dans le cadre du forum. Et aussi, nous aurons l'opportunité de maintenir ces recommandations de la société civile avec une perspective critique au sujet de ce que le gouvernement du Mexique aura à dire. Je voudrais conclure en disant que dans le pays, nous aurons une présentation officielle de l'examen national volontaire. Les OSC ont fait un appel à ce sujet car cette présentation officielle aura lieu après le forum politique. Nous avons fait un appel pour que, car il n'y aura pas de prochaine fois, donc considérant qu'il aurait été intéressant de présenter ce rapport, cet examen national volontaire avant le forum. Donc, cette présentation aura lieu après le forum dans le cadre d'un événement du ministère de l'économie qui a la responsabilité de l'État pour l'agenda 2030. Et voilà le moment pour The Hunger Project Mexico de présenter ses opinions, ses recommandations et de participer. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Je voudrais... Voilà ma conclusion. Merci. Merci. Merci à vous deux. Je crois qu'il est clair qu'il y a eu un engagement très fort et clair de la partie des organisations de la société civile au Mexique, qui est un fruit d'un dialogue constant qui nous permet d'écouter ces voix en dépit des changements du gouvernement, des ministères responsables de l'agenda 2030 qui doivent assurer la continuité en termes de le planning niveau national. Donc, merci à tous pour vos présentations. Merci de nous avoir donné de différentes perspectives de la part des différents pays qui vont présenter leur examen. Je voudrais que nous puissions nous séparer en groupe de discussion. Donc, pendant cette dernière présentation, nous avons fait la séparation en groupe. J'espère que cela marchera. Je sais qu'il y aura quelques-uns qui iront
au groupe de discussion en français, en espagnol ou en anglais, etc. Donc, j'espère que nous l'avons bien fait. J'ai aussi quelques collègues qui nous aideront à guider les conversations, les dialogues dans ces groupes de discussion. Par exemple, Anselmo Lee, Oyobisi, Denisa, Chora, Punjabi, Clara sera aussi avec nous et je crois que Inès ainsi que d'autres collègues comme Nicolas avec le groupe de discussion en français et Gabriela en espagnol. Donc, si vous ne savez pas quel groupe de discussion est le vôtre, il faudra choisir. Nous allons ouvrir les groupes de discussion maintenant et nous n'aurons plus que 15 minutes pour les discussions. Je vais partager mon écran tout d'abord avant de nous séparer et je voudrais que vous considérez 2 questions. Avec ce que vous avez eu comme expérience dans votre pays, est-ce que vous pouvez partager de bonnes pratiques en termes d'engagement pour les procès des ENV et comment pouvons-nous assurer que ceci ne sera pas un moment unique, mais qu'il va nous aider à faire un changement de fond? Donc, 15 minutes pour les groupes de discussion et nous revenons à cette salle, à cet appel. Welcome back. I see people starting to come back. I hope that Bienvenue de retour. J'espère que les groupes de discussion ont fonctionné très bien. I wish we had more time. There's never enough time on these sessions. Welcome back to everyone as you On n'a jamais beaucoup de temps dans ces sessions, donc je m'excuse pour cela. And then we can hear some final reflections. Donc voilà, nous pouvons partager maintenant nos conclusions. Bienvenue de retour. Je crois que tout le monde est là maintenant. Merci à tous et à toutes. J'espère que les groupes de discussion ont été productifs. Je sais que nous avons beaucoup de collègues de plusieurs régions du monde et qui touchent plusieurs thèmes. Je crois que ces sessions nous permettent de partager beaucoup plus de ce que l'on peut faire normalement à New York. Normalement, on a des visas et différents obstacles pour voyager. Donc, je crois que pouvoir être dans votre propre espace confortable est quelque chose qui peut nous aider à être plus productifs. Donc, je voudrais savoir si les groupes de discussion, si les représentants ont des raisonnements ou des idées de conclusion et s'il y a des choses, des thèmes que vous voulez partager, s'il y a encore des vides que vous voudriez mentionner. Donc, il y avait 9 groupes à la fin. Si quelqu'un, un représentant de chaque groupe pourrait lever la main pour intervenir, allez-y. Please, Tola. Yeah, go ahead. Yes. Bonjour, Oli. Is that Oyobisi, please. Oyobisi, allez-y. Bien, dans mon groupe, il y a eu des suggestions sur comment on pourrait adopter le processus du modèle pour les systèmes des ENV et aussi au sujet des pays qui font les ENV, comment on peut travailler avec les pays qui ne présentent pas encore. Aussi, ceci est plutôt technique.
Donc, le modèle du Kenya est intéressant car il y a un rapport de suivi sur les ODD toutes les 2 années. Aussi, il y a des conversations sur nos possibles mobilisations en termes de société civile et au sujet des processus qu'on a couverts dans notre groupe de discussion. Est-ce que les personnes actives et les modérateurs des groupes, est-ce qu'il y a eu des notes que vous avez prises? Si vous pourriez nous les envoyer pour les inclure dans notre rapport. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, Tola et après Gabriela. Je crois que mon groupe a été très intéressant. Il y a eu de bons exemples sur les parties prenantes cette année. Le seul commentaire qu'on a eu est qu'on n'a pas suffisamment d'informations des sites de gouvernement. Et même en Afrique du Sud, un des obstacles est l'organisation du groupe de travail. Le groupe de travail a été organisé et basé sur les objectifs individuels et donc on vise seulement ces objectifs individuels au lieu de penser à ce qui est vraiment important. Et donc, il faut se demander comment on peut promouvoir des changements à long terme en ce qui concerne les politiques à travers des ENV de cette façon. Donc, après les ENV, nous devons organiser plusieurs choses. Et même dans le forum politique de haut niveau, dans ce cadre et dans le cadre de l'agenda 2030, ceci est un élément clé car les gouvernements doivent aborder ces thèmes. Je crois que nous avons fait attention, pas fait suffisamment attention aux affaires concernant les différentes parties prenantes. Et donc, la composition a été complexe. Merci Tola, merci tout le monde. On vient de me rappeler que nous avons le temps très compté. Nous ne pouvons pas rester au-delà de ce temps. Donc, je vais donner la parole à Gabriela et après Inès. Mais vous pouvez écrire vos commentaires sur le chat. Oui, merci beaucoup, Oli. Je vais parler en espagnol. Donc, nous avons travaillé avec des groupes en Guatemala, Pérou, Colombie et le Mexique. Et on parle toujours de l'importance de la représentation des sociétés civiles dans des espaces institutionnels promus par le gouvernement, comme on le voit au Mexique, pour que ce processus soit durable. Ce que nous voyons aussi dans l'Amérique latine et dans le Caraïbe est que les organisations de société civile qui travaillent dans ce processus du suivi de l'agenda 2030 ne sont pas très nombreuses. Donc, c'est très nécessaire de renforcer les organisations pour qu'elles participent, mais aussi pour qu'elles aient dans leur agenda la possibilité d'avoir des dialogues et de faire des alliances dans d'autres espaces, ce qui n'arrive pas beaucoup en tant que OSC. Quelque chose qu'on a vu qui se répète et qui s'écrit dans l'ENV, c'est la rédaction et la réalité. Et voilà le cas de la Colombie où dans le rapport, il y a une plateforme multisectorielle qui ne marche pas.
et en réalité, elle n'existe pas. Donc, c'est très important que ce que les pays rapportent dans l'ENV doit être la réalité. Et c'est pour cela que les OSC ont un rôle clé pour rendre ces différences visibles et les rendre moins présentes. Même s'il y a une consultation des organisations civiles pour qu'elles puissent partager leurs perspectives, cette participation n'est pas durable. Elle est utilisée que par les sujets que les gouvernements pensent que c'est important, mais pas dans tous les apports. Donc, c'est aussi très important que tous les pays de l'Amérique latine et Caraïbes voient les crises politiques sont déterminantes pour que l'agenda 2030 puisse se développer avec une vision à long terme, justement à cause des constants changements que l'on voit dans nos pays. Voilà, c'est tout, Oli. Merci, merci, Gabriela. C'est un point très important quant au processus à long terme. Effectivement, c'est un changement à long terme que nous devons voir et la réalité dans le champ est essentielle. Inès, allez-y. Merci, Oli. En tant que citoyen global, nous ne nous sommes pas demandé d'où nous venons, mais il y a eu des personnes dans nos groupes qui n'avaient pas d'expérience dans l'ENV. Donc, nous avons parlé sur l'ENV. Par exemple, demander l'opinion des organisations civiles quant aux ODD et mener des ateliers. Et l'ENV est un processus à deux voies, car les communautés comprennent aussi quels sont les services qu'ils peuvent demander du gouvernement et donc l'ENV peut aider. Et puis, l'ENV utilise un langage pour les citoyens et qu'ils peuvent utiliser aussi. Donc, ce serait tout de ma part. Merci à mon groupe. Merci, Inès. Et effectivement, c'est un bon point, celui que tu dis, celui du langage. C'est essentiel donc de faire que les ODD soient mieux communiqués, surtout dans les changements que nous voulons voir. Donc, je vais finir cet atelier avec quelques points de conclusion que nous avons fait avec des organisateurs et voilà quelques idées de comment continuer avec ce dialogue. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons eu que 2 heures, elles sont passées assez vite, mais c'est très important de continuer à travailler avec vous pendant ces 2 prochaines semaines avant le FPHN. Et c'est très important de ramener avec vous toutes les voix que vous pouvez représenter. Donc, une chose à souligner est que il y aura un événement parallèle mardi 6 juillet sur le futur. Comment nous réimaginons le futur que nous avons besoin? Comment est-ce qu'il peut être plus vert avec une meilleure récupération? Après, nous avons le Vienna Café virtuel. Donc, c'est un événement informel. C'est très difficile d'avoir ces espaces informels de façon virtuelle, mais Marie-Louise a informé que la plateforme allemande a trouvé un format merveilleux qui s'appelle WonderMe, qui nous permet de créer un café viennois pour que la communauté des ODD puissent se réunir. Donc, ça va être le 6, le 9 et le 12 juillet à 7 heures du matin, heure de New York. Donc, ça sera une petite réunion de 30 minutes, informelle. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de programme. C'est seulement pour connecter avec les autres gens qui seront présents au FPHN. Et finalement, j'aimerais aussi souligner quelques autres événements clés. Je trouve que quelques organisateurs vont être involucrés. Donc,
Le 7 juillet, nous avons une session avec ActionAid et leurs partenaires sur le multilatéralisme. Le 8 juillet, nous avons un événement parallèle avec le gouvernement de la Norvège et on parlera justement sur les examens nationaux volontaires. Et je ne sais pas si Sandra est toujours connectée, mais on entendra des interventions de la Malaisie, la Colombie et la Norvège. Et puis, le 12 juillet, Forus a une session sur l'environnement numérique favorable. Et finalement, après les ENV, la deuxième semaine, nous allons avoir une autre session comme celle-ci pour réfléchir sur sur le travail que nous avons fait et les pas futurs à faire pour mener à bon port les ODD. Donc, voilà les points clés. J'espère que vous avez que cette conversation vous a été utile. Donc, je remercie les co-organisateurs de Civicus, de Forus, de GCAP et le groupe majeur des ONG. On voit vraiment l'enthousiasme et l'intérêt de nos partenaires de la société civile qui est très importante et très puissante. Donc, même si nous ne pouvons pas nous voir tête à tête, nous pouvons rester en contact virtuellement. Et si vous avez des événements à nous partager, s'il vous plaît, faites-le. Nous avons un document sur Google pour partager n'importe quel événement de n'importe quelle ONG. Peut-être que ça ne serait pas dans le programme formel ou officiel, mais on pourra les partager avec notre public. Merci beaucoup aussi aux interprètes. Nous nous sommes déjà passé un peu de temps, mais on apprécie beaucoup leur appui et leur soutien car on peut avoir un dialogue beaucoup plus inclusif. Donc, si vous voulez dire au revoir vite fait, vous pouvez ouvrir vos micros, vos vidéos et on se voit bientôt. Bonne journée. Bye. Thank Bye. you. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Goodbye. Bye bye. Adiós.